Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole, sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur parti, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. À travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant, qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interviews politiques, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés ? Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays ? Quelles expériences ont-ils à partager ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, au plus proche de nos invités. Bonjour Philippe Moreau. Bonjour Hugo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de S'engager, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui consacrent une part de leur vie à l'intérêt général. Après une première série de 5 épisodes, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, j'ai décidé de relancer ce format, avec toujours la même envie, parler d'engagement, de parcours, de conviction. Et dans la période actuelle, ça me semble plus que jamais nécessaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Moreau, maire de Nogent-sur-Vernisson, mais aussi porteur de nombreuses autres responsabilités et engagements dont il nous parlera dans ce podcast. Philippe, merci de m'accueillir pour cet échange. Je précise à nos auditeurs, comme à chaque fois, que nous nous connaissons plutôt bien dans le cadre de nos fonctions respectives, mais je suis sûr que j'ai encore plein de choses à découvrir sur toi aujourd'hui. Alors Philippe, le micro est ouvert, je te laisse te présenter brièvement à celles et ceux qui nous écoutent. Eh bien, Philippe Moreau, je suis marié, j'ai 2 grands enfants, je dirige une société commerciale, je suis maire de Nogent-sur-Vernisson, vice-président de la transition écologique dans ma communauté de communes, mais aussi président du centre de formation des apprentis de l'Est du Loiret et engagé dans la vie publique depuis 20 ans. Quand on s'est rencontrés, j'ai été frappé par ton côté humain, sensible. Tu viens de parler de tes engagements et bien évidemment, on va y revenir. Ce sont des qualités qu'on dit parfois rares en politique. Et puis j'ai découvert ton engagement notamment pour l'épilepsie. Tu peux nous en dire un peu plus, ce que ça représente pour toi et ce qui t'a poussé à t'impliquer ? Le handicap, je dirais d'abord, on n'y vient jamais par hasard. Le plus souvent, c'est parce que vous êtes touché personnellement et d'ailleurs sans beaucoup de solutions. Et quand je vois chaque jour les difficultés des personnes handicapées, le regard des autres et la souffrance des aidants, toujours trop seuls, j'ai essayé d'aider à ma manière à cette délégation. Et voilà, dans mes propos, vous comprenez bien quand je dis on n'y vient jamais par hasard, c'est parce que j'y suis touché avec un membre proche de ma famille et on doit vivre avec tous les jours et parfois on est bien seul face à la grandeur de cette maladie. Avec le temps, j'ai aussi découvert ton engagement associatif plus large. Il n'y a pas que l'épilepsie que tu défends. C'est quoi les autres causes qui te tiennent à cœur ? J'ai malheureusement découvert avec ma fonction les violences intrafamiliales. Parce que lorsqu'on est élu maire, on n'est pas préparé à ce type d'événement qui malheureusement souvent arrive en pleine nuit. Vous êtes appelé par la gendarmerie, vous avez une famille qui est à la rue, qui a été violentée, qui est en grande difficulté. Et d'ailleurs moi-même, je suis où j'étais. On a fait plein de choses au niveau communal sans grande solution pour ces familles. Et pour moi, avec un mandat de maire, je ne pouvais laisser faire les choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir libérer la parole,
j'organise des conférences sur les violences intrafamiliales. Nous en sommes d'ailleurs à notre 3e année. J'ai beaucoup travaillé avec la gendarmerie et cette année d'ailleurs, la préfète est venue, s'est intéressée à ce que nous faisions. Et une des réussites, ou un début de réussite, c'est qu'elle a missionné ses services à auditionner chaque mairie pour répertorier les différents potentiels de lieux d'accueil et demain, j'allais dire peut-être aider à transformer ces lieux qui sont souvent vacants d'ailleurs, pour accueillir ces grands naufragés de la vie d'un instant. Je crois aussi que tu es très investi pour la ruralité, notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet engagement? La ruralité, d'abord je suis dans une commune rurale. Donc, et je l'ai bien découvert avec cette proximité avec les gens et avec leurs attentes qui sont, et c'est bien légitime, qui sont les mêmes que dans les grandes villes, mais malheureusement on a tellement de manque de moyens. Alors j'ai commencé à travailler et d'ailleurs en devenant fondateur d'un micro-parti, Résilience Rurale Humaniste, pour porter des projets et surtout m'indigner contre les choses que j'estimais totalement contre notre ruralité. Et j'avoue avoir secoué parfois les ministères en les interpellant sur des choses qui me semblait tellement destructeur pour la ruralité, parce que quand vous perdez les services, la fermeture d'une école, votre dernier commerce qui s'en va, donc vous devez vous battre par rapport à ça. Alors d'ailleurs c'est assez drôle parce que on me surnomme le Don Quichotte, mais pour moi ce ne sont pas des causes perdues, parce qu'on doit toujours se lever, et je me leverai toujours lorsqu'il y a une forme d'injustice, ou que je considère comme injustice pour mes citoyens. Et c'est pour ça que j'avais remué ciel et terre lorsque la Caisse d'épargne nous avait abandonnés sur le chemin, pour faire évoluer et surtout trouver des solutions. Ça fait partie de mon engagement, et si je ne le faisais pas, il faudrait que j'arrête mon engagement. Tu l'as dit aussi en préambule, tu es président du CFA, donc Centre de formation des apprentis. Pourquoi c'est important pour toi de t'engager pour la jeunesse? Alors le CFA, ce fut vraiment la découverte de mon mandat. D'abord parce que j'ai découvert une jeunesse pleine de talent. C'est plus facile de la critiquer que de les aider à s'élever. Et j'ai pris beaucoup d'attention au CFA avec toute l'équipe, parce que j'ai une équipe formidable au CFA. Parce que n'oublions jamais que seul on ne fait jamais rien. Donc vous avez toujours une équipe qui construit des choses solides, et notamment sur l'apprentissage. Parce que je suis persuadé que la société a besoin de tout le monde, et notamment à tous les étages. Moi je viens d'un milieu ouvrier. Mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse bénéficier d'études supérieures, de faire de grandes écoles. Et j'avoue que parfois je m'étais sans doute un peu perdu et détaché de ce côté très populaire de l'apprentissage que je ne connaissais pas bien. Et là j'ai vraiment découvert cet univers avec beaucoup de technicité. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que parfois, lorsque vous faites les très grandes écoles, mais en fin de compte, vous savez faire quoi? Alors que lorsque vous êtes mécanicien, lui, il sait ce qu'il sait doit faire. Et d'ailleurs, quand vous êtes en panne de voiture, c'est pas quelqu'un des grandes écoles que vous demandez. Vous demandez à votre mécanicien, bien souvent dans votre village. Et si vous en avez plus, si vous n'avez pas pris le temps de faire émerger des talents, eh bien c'est comme ça qu'on détruit la ruralité. On entend souvent dire que les politiques sont froids, sans cœur.
surtout quand ils viennent de droite. Et pourtant, on vient de l'écouter, on vient de l'entendre. Dans ton cas, c'est tout l'inverse. Tu es très présent sur des sujets humains, sociaux. Comment tu expliques ce décalage entre l'image qu'on peut avoir parfois de la politique et la réalité de ton engagement sur le terrain? D'abord, il y a une différence fondamentale. C'est que moi, je ne vis pas de la politique. Je vis du fruit de mon travail et de ma carrière. Moi, je suis venu à la politique parce qu'on est venu me chercher pour intégrer une liste municipale à l'époque. Et avec le temps, je me suis aperçu aussi que si on voulait changer les choses, c'était le législateur et les politiciens qui pouvaient changer les choses. Et je me suis dit, je vais apporter une autre vision, une vision plus terre à terre, de territoire, proche des gens. Et quand je dis les gens, ce n'est vraiment pas péjoratif comme parfois je peux l'entendre. C'est votre voisin, c'est votre voisine, c'est les enfants à vos écoles. Et lorsque vous avez pris conscience, si vous voulez, une vraie vie de société, du bien vivre ensemble, eh bien vous devez considérer tout le monde et apporter des solutions. Après, de droite, oui, bien sûr, j'ai toujours été de droite, mais c'est ce côté gaullien. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait cette vision au-dessus des deux grands clivages gauche-droite, mais pour les réunir. Et c'est pas parce que vous êtes de droite que vous n'êtes pas humaniste ou autre. Et quand vous regardez, et si vous analysez l'histoire politique ou autre, mais les grandes évolutions humanistes telles que l'handicap ont été faites par des gens de droite. Donc voilà, donc je suis dans une ligne conforme j'allais dire, à mes convictions de jeunesse. J'en change pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet d'être toujours droit dans ses bottes. Et les gens, voilà, peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais au moins ils disent, au moins il ne change pas, il a ses convictions, et en plus, il fait des réalisations. Il faut toujours juger les gens sur ce qu'ils réalisent et non pour ce qu'ils pourraient éventuellement représenter via leur couleur politique ou autre. Du concret. Les gens, ils demandent ça, du concret. C'est vrai, tu as raison. Et puis je le souligne pour nos auditeurs parce qu'ils peuvent pas le voir parce qu'on est enregistré uniquement en vocal, mais j'ai trouvé que ça reflète bien aussi ta constance. C'est que on partage un café là actuellement, et puis bah, ton café, il vient des cafés joyeux, donc c'est des cafés qui sont tournés vers l'inclusion, le handicap. Donc on sent que finalement c'est pas qu'une image que tu donnes, tu l'es quotidiennement en fait, humain, humaniste. C'est j'allais dire, l'humanisme, c'est la vie de tous les jours. Et effectivement, l'exemple du café joyeux, je n'en fais d'ailleurs jamais cas, mais c'est ma petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'aller boire un café dans un café joyeux, eh bien c'est des personnes trisomiques qui vous servent. Donc c'est pas pour dire je vais boire un café au café joyeux, c'est pour apporter quelque chose et puis ma petite contribution. Et ce qui est important, c'est parce que quand vous faites de la politique, vous avez une chance énorme, c'est que vous rencontrez plein de monde. Donc vous avez plein de relais. Et vous voyez, cette année, grâce à mes différents relais que j'ai pu faire, soit associatifs ou des événementiels, ou avec les entreprises, pour l'épilepsie, j'ai récolté plus de 20 000 euros. Et 20 000 euros pour donner des vacances aux épileptiques. Et voilà, ça c'est quelque chose de, encore une fois, de concret. J'en avais d'ailleurs jamais parlé, parce que j'ai pas en parlé, j'ai juste à faire ce qui me semble juste et fidèle à mes propres convictions. On va revenir un peu à l'origine de ton engagement politique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager en politique? Comment ça s'est matérialisé au départ? Bah, au départ, j'avais pas forcément une envie à m'engager en politique parce que d'abord la politique est dure. Moi, je connais très très bien le monde de l'entreprise
et le fait parfois de vouloir progresser. Donc il y a une vraie compétition entre collègues ou autres. Et vous avez la conviction de ce que j'appelle la conviction de la compétition. C'est-à-dire que vous le faites en face à face et c'est vraiment le meilleur qui gagne. Alors qu'en politique, c'est tout l'inverse. Parfois, les choses se font par derrière, dans votre dos. On vous envoie une lettre anonyme, on vous menace. Alors que tous les gens qui font ça, ils n'ont pas compris le fondement même de la politique. Le fondement même de la politique, c'est servir les autres, servir sa population, et d'ailleurs sans jamais forcément attendre de retour. J'attends pas un retour, ce que les gens me disent, Monsieur le maire, c'est très très bien ce que vous faites. Non, je fais des choses pour essayer d'améliorer le quotidien. Si ça fonctionne, eh bien les gens vous le donnent dans les urnes, parce que les urnes, ça a cette magie, c'est que ça sanctionne vraiment ce que vous faites, positif ou négatif. Et d'ailleurs, les politiques, nos grands politiques, s'étonnent parfois de la coloration des urnes. Et s'ils avaient fait le job, s'ils avaient répondu aux attentes, ils se poseraient pas cette question. C'est ça ce qu'il devrait faire, c'est de l'introspection en disant mais pourquoi ça arrive. C'est qu'est-ce que je n'ai pas fait. C'est juste ça. Mais ça, visiblement, dès que vous franchissez le périphérique parisien, vous avez du mal à vous poser cette question. Et c'est bien dommage parce que et ça, je pense vraiment, la France est trop centralisée, la France est parisienne. C'est pas une France de territoire. Moi, durant ma jeunesse, depuis ma jeunesse, j'ai toujours entendu parler, vous allez voir la décentralisation. Ben, je peux vous assurer que moi, j'ai rien vu en décentralisation, j'ai plutôt vu du pouvoir qui convergeait encore plus sur Paris. J'ai vu les fermetures de services publics. Voilà, le service public, c'est de la décentralisation. Là, on les ferme et en plus, on vous donne pas de solution de mobilité pour les citoyens. Donc, c'est ça ce qu'on doit changer. Justement, avec ce côté humaniste et convictions personnelles, très proche des gens, t'as pas l'impression des fois d'être un peu en décalage avec le monde politique d'aujourd'hui? Tu t'y retrouves dans les valeurs qu'ils portent? Oh ben pas toujours, non, je ne me retrouve pas dans toutes les valeurs qui portent. Heureusement, nous avons des personnes qui sont à haute responsabilité et qui écoutent. Mais pour bien s'y retrouver, je pense qu'il devrait encore plus écouter, mais surtout travailler avec les élus de proximité. Tout le monde a su vanter les mérites des maires lors du Covid, mais dès que le Covid a été réglé, on les a oubliés, les maires. Et les maires sont les grands oubliés de la République. On se sert d'eux vraiment quand il y a un problème et puis qu'on n'arrive pas à le gérer d'ailleurs de Paris, on dit bon voilà, on va le redonner aux maires. Cette compétence, je la vois bien pour les maires, mais vous la vouliez bien parce que vous savez pas la gérer. Aujourd'hui, je suis pas en train de dire nous les maires on doit tout gérer. Par contre, ce que je suis en train d'affirmer, c'est si demain vous voulez que le pays fonctionne, on doit vraiment avoir cette vraie collaboration. Et c'est pour ça que je m'attache aussi à vouloir faire émerger la jeunesse dans la politique, parce que cette jeunesse, elle a plein de convictions, mais les partis politiques ont tellement hiérarchisé les choses, sclérosé, qui brisent les envies et les énergies de tous ces jeunes. Et on fait sauter des générations. On a une génération de vieux politiques et il n'y a rien au milieu. On dit ouais mais les jeunes vont arriver. Mais pour parler aux jeunes, il faut les comprendre. Si vous êtes toujours dans vos mondanités de salon parisien, vous les comprenez pas. Comment t'as fait toi justement au départ pour être élu? Parce que tu as pas été maire directement, je crois que tu étais conseiller municipal avant ou adjoint. Comment t'as fait tout simplement pour être élu au départ? Eh bien, j'ai pris les bases, j'allais dire, de mon métier. Donc, je dirige une société commerciale, j'ai dirigé beaucoup d'équipes. Et en fin de compte, la réussite,
dans ces sociétés différentes a toujours été ma proximité avec les personnes, l'écoute, mais aussi avoir la capacité parfois de dire non, parce que dire oui c'est tellement facile. On le voit tous les jours avec nos amis politiciens. C'est oui, on va mettre un budget là, oui, on va mettre, mais à la fin, d'où vient tout cet argent? Et quand j'ai voulu être maire, j'ai vraiment travaillé cette proximité avec les personnes et quelles étaient réellement leurs attentes. Finalement, ça s'est fait presque naturellement. Oui, parce que j'ai été sincère et j'ai été sincère dans mon projet. Alors bien sûr, les personnes au début voilà, ne vous croient pas forcément en disant oui, bon, il est sincère, il veut surtout le poste. Mais ils sont aperçus que c'était pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu une réflexion d'une personne de nos gens qui me croit sur un marché. Il dit, mais monsieur le maire, vous êtes toujours en campagne. Ben, je dis oui, je vais pas être en campagne juste 6 mois avant les urnes. Donc je suis en campagne, oui, tous les jours, pour que vous puissiez, le moment venu, juger sur ce que j'ai réellement fait. Et là, vous pourrez décider. J'imagine aussi qu'il y a eu des moments forts, des événements qui t'ont marqué, des choses peut-être un peu plus personnelles. T'aurais un souvenir à partager avec nous de ton mandat? Ah, je crois que la première chose la plus difficile, ça a été de remettre un bon alimentaire à une personne qui est venue me voir, et une personne que je considère très courageuse. Pourquoi je dis très courageuse? Parce que cette personne se déplace, prend son courage à deux mains et vient me voir en me disant, Monsieur le maire, j'ai besoin d'un bon d'achat parce que j'ai rien à manger. Et ça, vous n'êtes pas préparé. Je me souviens très très bien de cette personne. Elle avait l'âge de ma mère. Donc je lui ai donné ce bon. Mais j'ai aussi vu avec elle comment on pouvait éventuellement l'aider, ne serait-ce qu'avec des choses simples. C'est-à-dire que ce bon d'achat, vous n'achetez que des matières premières. Et après, vous allez faire de la cuisine. Et là, la personne me dit, mais je ne sais pas forcément faire ou autre. Et c'est là où votre rôle de maire rentre en disant, bah, voilà, on peut monter des ateliers avec le CCAS, comment je fais ma cuisine. On est loin des chefs étoilés à la télévision, dans les sitcoms ou autres. On est dans la vraie vie de tous les jours. On dit souvent que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. C'est à la fois aussi un mandat difficile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce mandat? Oui, c'est sans doute le mandat le plus beau. D'abord parce que vous avez un mandat exécutif, c'est-à-dire que vous faites les choses. Les gens vont voir ce que vous avez fait et les gens vont voir aussi ce que vous n'avez pas fait. Et effectivement, cette question, on me la pose très souvent. Et on me dit, bah, vous savez, j'aimerais vraiment pas être à votre place. Et à chaque fois, je réponds la même chose. Je dis, mais vous savez, sur la majorité, j'ai plus de positifs que de négatifs. Je ne suis pas quelqu'un de masochiste. Hein. Si c'était aussi dur que les gens parfois peuvent le prétendre, j'arrêterais. Oui, bien sûr, il y a des moments difficiles. Voilà, les menaces sont difficiles. Les attaques sur la famille, ça, je crois que c'est le plus difficile. Mais ça représente peu dans vos mains de maire. Et l'équilibre, c'est toujours ce qui est le plus important. L'équilibre est positif. On peut l'entendre, tu as fait le choix de beaucoup donner. C'est le principe de l'engagement, hein, finalement. Mais qu'est-ce que tu penses avoir reçu en retour? Qu'est-ce que tous ces engagements t'ont apporté? Ce que j'ai reçu, ce qui me marque le plus, parfois ce que j'ai reçu, c'est un sourire. Voilà, un sourire qui voulait tant dire, et rien dire d'ailleurs, parfois, mais qui était une forme de, voilà, merci, merci monsieur le maire. Et ça, j'ai pas besoin de l'entendre parce que je le vois naturellement et j'ai pas besoin qu'on me le dise. J'attends pas ça de la fonction de maire, qu'on me dise merci. On a parlé de ton engagement aussi pour les apprentis. Il n'y a pas d'apprentissage
pour s'engager en politique. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui hésite à se lancer? Eh bien, je dirais d'abord, est-ce que tu as des convictions? Voilà. Et va toujours au bout de tes rêves. Et n'écoute pas tout le monde qui va t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire. Ne les écoute pas, va au bout de toi ce que tu penses être juste et tu seras forcément récompensé par les personnes. Parce que les personnes, contrairement à ce qu'on pense, ils ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne nous le disent pas toujours, sauf au moment des élections, dans les urnes. Il y a forcément aussi des mauvais côtés à l'engagement. Lesquels, selon toi? C'est le temps chronophage que ça prend, le temps que ça prend sur la famille. On ne peut pas dire que la famille n'est pas impactée par tout l'investissement qu'on donne à nos différents engagements. Donc c'est pour ça que la famille est importante. Quand vous voulez avoir un bon équilibre, il faut que vous soyez aussi bien entouré, mais entouré aussi par des personnes sur lesquelles vous pouvez avoir une confiance absolue et aveugle. Parce que quand tout va bien, vous avez tellement de personnes parfois qui gravitent autour de vous, mais c'est pas toujours les bonnes personnes. Sachez choisir votre entourage quand c'est en politique. Sachez choisir vos proches, vos adjoints ou autres. Et quand vous êtes chez vous, il faut essayer et arriver à se détacher des situations pour respirer. Parce que un maire, il est comme les autres. Il a ses joies, il a ses peines, il a ses propres difficultés. Donc, il faut qu'il respire. Comment est-ce que tu te vois poursuivre tes engagements dans les années à venir? Tu as une idée déjà? Oui, comme je suis encore relativement jeune, donc j'ai une idée. Oui, j'ai des idées, j'ai des convictions. Aujourd'hui, un de mes grands rêves serait de créer sur le Loiret une maison de repos pour les aidants, pour leur permettre de souffler, parce que eux, ils s'occupent H24 d'une personne handicapée. Mais elles aussi, toutes ces personnes, elles ont besoin d'aller faire leurs courses, d'aller chez le coiffeur, d'aller au cinéma. Et si on veut les faire souffler, les protéger, donc on doit avoir un lieu qui a la capacité d'accueillir pendant 2 heures, une demi-journée ou autre. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de créer. Je côtoie beaucoup de fondations pour m'aider à réaliser ce projet. La conjoncture n'aide pas à lever des fonds. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en France, une personne sur 6 est en situation d'handicap. Et l'handicap, ça peut vous frapper à tout moment. Demain, vous faites un AVC, vous devenez handicapé. Donc, il faut faire attention. N'ayez pas un regard parfois très inquisiteur sur l'handicap ou sur les aides que les handicapés peuvent avoir, parce que demain, malheureusement, et je ne le souhaite à personne, mais ça peut vous toucher personnellement ou en proche. Et pour finir, la traditionnelle dernière question, le mot de la fin, c'est le thème de ce podcast. Pourquoi s'engager? Pour changer les choses, pour les faire évoluer, laisser une modeste trace de votre passage sur cette terre. Merci Philippe Moreau. Merci Hugo. Merci de nous avoir partagé ton témoignage, de pouvoir te découvrir autrement et comprendre en profondeur les raisons qui t'ont amené à t'engager. Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent. À bientôt.